à ce problème technique. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à remercier l'Association nationale des techniciens de laboratoire pour leur invitation. Et ça m'a permis encore de voir des amis comme Taj, Saoumaré, dont on a travaillé ensemble. Très bien. Aujourd'hui, on va voir les techniques électrophorétiques au laboratoire de biologie médicale. Donc, les techniques électrophorétiques qu'on va voir aujourd'hui, je ne vais pas sortir des techniques qu'on fait, c'est-à-dire les techniques électrophorétiques sur gel et puis les techniques sur capillaire. Voilà, les deux dont on va parler. Et pour les exemples, je ne vais pas illustrer de par toutes les molécules chargées qu'on peut séparer. On va parler seulement des protéines. Très bien. Alors, électrophorèse, c'est quoi? Et ça part de électro, ça veut dire champ électrique, et phorèse vient de phoros, ça veut dire porter d'un côté à un autre. D'accord? C'est une technique de séparation qui se base sur quoi? Sur le champ électrique. Ça veut dire sur le champ électrique, c'est une technique séparative qui se base sur le champ électrique. Donc, deux techniques bases ELBM qu'on va voir, l'électrophorèse sur gel et l'électrophorèse capillaire. Alors, à tout seigneur de d'honneur, comme a dit sur Chef, il faut connaître le fondamental. C'est quoi? On a quoi à l'intérieur de nos appareils? C'est quoi la migration? Ça se fait comment la migration à l'intérieur de notre appareil? Le principe de base, on a deux forces et deux forces antagonistes. La première force, c'est la force d'entraînement électrostatique. Elle dépend de la charge de la particule qu'on peut séparer et elle dépend aussi des champs électriques. Si vous avez une particule chargée, vous pouvez, on va calculer la charge nette. Plus, vous vous rappelez du PHI, question de PHI, si on veut ioniser, on augmente le pH, comme ça on aura une molécule plus chargée et on peut la séparer encore plus loin. Voilà. Et on a l'autre force antagoniste, on a dit la somme des deux forces. La deuxième force, c'est les forces de frottement qui vont arrêter cette migration. Et donc, elle dépend de la viscosité du milieu, elle dépend de la taille de la particule. Donc, c'est deux forces antagonistes qui vont gérer la migration de la particule. Voilà. Et là, quand ces deux forces vont s'égaler, on peut calculer la vitesse et puis encore la mobilité électrophorétique qui dépend de la charge et qui dépend de la taille de la particule. Voilà. Donc, mais encore, on a des phénomènes secondaires qui vont arrêter, qu'on appelle des phénomènes secondaires qui vont arrêter cette migration. Eh bien, c'est le courant d'électro-endoosmose. C'est quoi ce courant d'électro-endoosmose? En général, le support est chargé négativement et à l'intérieur le solvant positivement. Et on a une bicouche et ces charges positives vont entraîner le courant vers la cathode, ce qui va gêner un petit peu la migration. Et on a un autre phénomène, c'est le phénomène, ou ce qu'on appelle l'effet Joule, quand on apprenait l'électrophorèse, et c'est des phénomènes qui sont à des phénomènes d'évaporation et qui vont se passer au milieu du gel. Voilà, on a parlé un petit peu du fondamental, et là on commence de parler de l'électrophorèse sur gel. On rappelle cet appareil de chez Sega. Donc la première phase, c'est la phase de migration, quand on va préparer notre gel. Bon, heureusement, nous, on a des kits, le gel est déjà préparé. On va juste utiliser les pelles, creuser les plis, et puis mettre les sérums, et attacher le courant, voilà, et lancer la migration. Après, il faut avoir des précautions, d'accord? Avant de commencer la migration, il faut vérifier l'intégrité du support. Est-ce qu'il y a des bulles? Est-ce qu'il y a un dessèchement? C'est le travail technicien. Est-ce que le gel est décollé? On a plusieurs dans les kits Sibéen, on a des kits qui sont desséchés, des gels desséchés, des gels décollés. Voilà. On change de tampon. Si on ne change pas de tampon, le tampon va s'appauvrir en charge, il n'y a pas de migration. Encore, le colorant. Il ne faut pas oublier le colorant. Il ne faut pas oublier de filtrer le colorant. Sinon, à la fin, on aura des taches et on aura des gels qui sont ininterprétables. Voilà. Donc, il y a la phase ici pour le gel, il y a une phase de coloration. Et c'est une coloration, si on est pour les protéines, si on sait par les protéines, j'ai dit qu'on va parler de des protéines. On va colorer par l'amide de Schwartz. Et puis, il y a l'étape de séchage. À la fin, on aura notre gel, notre fameux gel qu'on aime beaucoup. Et là, on va interpréter les différentes fractions.
la première fraction, voilà un pénine de l'alpha 1. C'est bon pour on voit déjà les fractions. Alors, on a les différentes fractions. On a 5 fractions. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Voilà, et qu'on voit ici tous les problèmes qu'on peut voir. Donc, on a ici 30 patients. Voilà, et on passe à l'électrophorèse capillaire. Donc, c'est une technique qui est automatisée, très utilisée dans les laboratoires. On a plusieurs machines en fonction de votre débit. Le débit du laboratoire, des petites machines aux grandes. Et là, c'est une technique de très grande sensibilité. Et en général, il sépare les composés qui sont solubles dans l'eau. Donc ici, on a deux techniques. Vous vous rappelez, donc il y a la mobilité électrophorétique dont on a parlé, donc on a dit un mot. Et il y a le deuxième effet secondaire dont on a parlé, c'est l'effet ou le flux d'électro-osmotique qui devient bénéfique pour l'électrophorèse capillaire. Alors, la mobilité électrophorétique dont on a déjà parlé, et elle dépend de la charge, elle dépend de la taille des particules, et en fonction de la charge, et les charges, elle est négative, elle va vers la note. Si la charge elle est positive, il va vers la catastrophe, vers la cathode, parce qu'on avait toujours des problèmes de reconnaître le nom des électrodes. Et puis, on a le flux électro-osmotique. L'effet secondaire devient un effet bénéfique. Voilà. On a dit qu'en général, on utilise des capillaires de silice, après H2, les silices va dégager des charges qui sont négatives. Et puis, à l'intérieur, on a des charges positives de seconde qui vont, sous l'action des champs électriques, ils vont entraîner et vont séparer les différentes molécules. Alors là, la séparation ou la vitesse de séparation électrophorétique, il dépend de deux choses. Du courant d'électron d'osmose et de la mobilité électrophorétique. Vous voyez? Donc, quand on a une molécule qui est chargée, qui n'est pas chargée, donc la charge Q est égale à 0. Donc, le mouvement il dépend seulement du courant d'électron d'osmose. Si on a une charge positive, il va migrer encore plus loin à une vitesse importante. Si la charge négative, vitesse moins importante. Si on a une charge négative et une taille faible, et vitesse importante. Si on a une charge négative et une taille grande, alors c'est comme ça qu'on peut interpréter et connaître le principe de la vibration. Voilà, on ne va pas oublier l'effet Joule, mais comme on va le voir dans les capillaires de petite taille, ils vont nous séparer de cet effet Joule. Mais aussi, on a des ponts de refroidissement. Ici, il n'y a pas de coloration, c'est au coup par coup, et on va lire la densité optique, d'accord, à 200 nanomètres. Et il ne requiert pas l'usage du collant. Alors, comme vous voyez que la sortie ici, elle est inversée, d'accord, c'est en général les gamma qui vont sortir en premier, puisqu'ils ont moins de charge. Alors que la lumière, très grande taille, les charges nettes importantes, il va sortir la dernière, par le bout du principe. Là, vous voyez, pour l'effet Peltier, on a des thermal bleach, des ponts de refroidissement, et puis le capillaire en silice et le détecteur. Très bien. La qualité. Quand on veut installer pour la première fois une machine, on doit vérifier la méthode, d'accord? Vérifier le bon fonctionnement, instrument réactif. Première des choses, comme Monsieur a déjà parlé, les 5 M, l'équipement, on doit vérifier l'équipement, est-ce qu'il marche très bien? Dans la qualité, c'est une technique quantitative. En fait, c'est une technique sur les quantités, on le connaît tous. Mais dans la qualité, c'est une technique quantitative. Les résultats qu'on va vérifier, c'est en pourcentage pour éviter de faire intervenir la quotidienne. D'accord? Donc, toujours les résultats. Faites attention à les valeurs de référence qui sont gel dépendants et aussi du type de méthode que vous utilisez. On va faire la répétabilité, on sait tous comment faire la répétabilité, même échantillon, même opérateur et même le réactif. On va calculer les CV et on va les comparer. D'accord? On va les comparer. RICOS, fournisseur, si on n'a pas fournisseur, tout de suite. Voilà un travail de l'hôpital militaire. Ils ont comparé, ils vont faire leur répétabilité sur des poules de sérum. Et vous voyez que seulement la limite qui a donné une valeur qui n'est pas conforme, alors que les autres paramètres étaient bien. La fidélité intermédiaire, ou ce qu'on appelle la reproductibilité intra-laboratoire, c'est l'analyse des mêmes échantillons dans des conditions différentes,
ou au moins un des facteurs différents, opérateurs, le réactif et étalonnage, il doit se faire au minimum sur 15 jours. Au minimum 15 jours. Et vous voyez les résultats de l'hôpital militaire, ils ont comparé par rapport aux fournisseurs et ils ont comparé par rapport au RICOS. Tous les résultats sont bons. Voilà. En fait, on va calculer aussi, faire la justesse, calculer le biais. Si vous participez, si vous avez un contrôle interne de la qualité externalisée, l'exactitude, si vous participez à des EEQ, des contrôles de qualité externe. Voilà. Et puis la contamination, dont on a parlé sur la contamination, on a deux types de contamination. La contamination interréactive et les contaminations interéchantillons. D'accord? Là, en électrophorèse, on voit que les contaminations interéchantillons qu'on va calculer avec cette formule, on va choisir des sérums avec un pic monoclonal et une concentration élevée et des sérums avec une hypogamma faible. Et on va calculer la contamination qui doit être proche de 0, maximum inférieur à 0,25, comme ça, on a vérifié le travail de notre appareil. Voilà, donc on a vu un petit peu le principe. Pour les applications de l'électrophorèse de LBM, donc il y en a plusieurs applications. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les électrophorèses des protéines sériques, l'électrophorèse d'hémoglobine, l'hémoglobine NSL, la CDT, voilà, la transférine déficiente en acide sialique et aussi beaucoup de choses, l'immunofixation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pour les exemples et pour illustrer, je vais rester dans le protéine, d'accord? Pour parler un petit peu de la préanalytique, de toutes les choses, comme ça, j'arrive bien. Voilà. Donc, on a les différentes fractions. Ça, c'est un tracé normal qu'on doit connaître par les deux techniques, pas de problème. C'est deux tracés qui sont normaux. Et après, la préanalytique. La préanalytique, c'est plus de 70% des erreurs de laboratoire, c'est la préanalytique. On va en parler. Donc, l'électrophorèse des protéines se fait sur un tube sec pour éviter quoi? L'interférence du fibrinogène. Il faut interpréter avec la plaque aux yeux, c'est ce qu'on aime bien. C'est pour cela, en général, des fois, on n'aime pas l'électrophorèse capillaire parce qu'on ne voit pas le gel. Voilà. Et attention aussi aux valeurs des références qui sont gel dépendantes. Voilà. Il est important de bien noter l'aspect de sérum. Est-ce qu'il est hémolytique? Est-ce qu'il est lactescent? Est-ce qu'il est extérique? Et c'est très important. On va voir quelques tracés pour bien illustrer. Donc voilà, car l'hémoglobine, les portraits peuvent interpréter. La CRP, c'est un syndrome inflammatoire, mais nous, on parle aux biologistes. Il ne faut pas interpréter seulement les résultats, mais dans l'interprétation, il faut avoir le dossier clinique. Les renseignements cliniques, M. Richard a déjà parlé de ça, renseignements cliniques, parce que la patient, si devant un syndrome inflammatoire et un CRP qui est très élevé, on peut avoir un pic monoclonal qui va se faire un pic monoclonal parce que la CRP est unique au niveau des gamma. Et vous allez dire, hein, vous allez payer des immunofixations alors, PSC et une CRP. Et puis les produits de contraste. Les produits de contraste en électrophorèse capillaire, surtout, tous ces produits ont été décrits. Les produits de contraste, les IPAC, Omnipac, Xenitix, et ainsi de suite, je donne les noms. Les substituants ou les substituts plasmatiques comme la gélatine et le micron gamma, les immunoglobulines polyvalentes et le micron gamma. Donc, tous ces. Ça, on a déjà parlé de traitements aussi, n'est-ce pas? Et les produits d'exploration. Alors, on va voir. Ça, c'est un sérum ectérique, c'est-à-dire une bisalbuminémie, mais ce n'est pas une bisalbuminémie. Le sérum est ectérique, la bilirubine est très élevée. Ce n'est pas une bisalbuminémie. Vous allez vous demander, c'est quoi? C'est de la bilirubine, c'est la partie préanalytique. Si vous avez vérifié la partie préanalytique, le problème ne se pose pas. Deuxième chose, le sérum hémolysé. On a beaucoup trouvé de tracés comme ça, et on dit un pic monoclonal, demander une immunofixation. Alors, ça coûte cher, mais c'est en général, c'est de l'hémoglobine libre. Et ici, c'est le complexe aptoglobine, c'est l'aptoglobine, fixe l'hémoglobine. Et le complexe aptoglobine-hémoglobine qui va migrer au niveau de la zone alpha 2 et au niveau de la bêta 1. On a l'hémoglobine libre qui va migrer. Donc, il suffit de vérifier que vous n'avez pas quoi? D'hémolyse. Et c'est ça, c'est la partie préanalytique. Une cause très fréquente, c'est
un dédoublement comme ça. On le trouve fréquemment et on ne sait pas comment l'interpréter. Des pics monoclonales vers une immunofixation, ça peut être aussi des fibromogènes ou des produits de contraste. Mais là, moi, je recommande une immunofixation. D'accord? Parce qu'il y a le risque de trouver des immunoglobulines monoclonales dans ce tracé comme celui-là. Voilà, l'immunofixation a été faite, il n'y a rien. D'accord? C'est des fibrinogènes. D'autres profils à interprétation difficile, donc qu'on trouve en général, qu'on ne sait pas interpréter, il y a ce profil comme celui-là. Voilà, une petite fosse à la fin et qu'on n'arrive pas à interpréter, qu'on a fait une immunofixation, c'est en général des GGG kappa. Excusez-moi, c'est des GGG kappa. Vous voyez, il ne faut pas rater ce genre de choses qui peuvent, il faut demander des immunofixations. Et aussi, la clinique, devant une hypercalcémie, douleur osseuse, il ne faut pas s'arrêter, la clinique est toujours importante. Et puis, vous avez, en bêta 1, il y a un aplatissement ici. Vous allez dire, non, il n'y a rien. Ah ben non, et n'oubliez pas la clinique aussi. Vous voyez, des EGA lambda, mais c'est très faible. Il faut avoir l'œil pour pouvoir interpréter ce genre de choses. Et puis, il y a un phénotype hétérozygote de l'alpha 1 antitrypsine que vous voyez là. C'est en général, vous voyez, un dédoublement en alpha 1. Ça veut dire, c'est quoi? On trouve ça, des dédoublements en alpha 1, vous allez demander des immunofixations. Il y a une immunofixation à tort. C'est de l'alpha 1 antitranscript phénotype hétérozygote. Voilà. Ou carrément, on trouve un aplatissement ici. Il n'y a pas de glucose. Et c'est en général des déficits en alpha 1 antitrypsine. D'accord? Mais là, si vous avez la clinique, devant vous, vous pouvez interpréter facilement. Alors, là, c'est en général très important. Vous voyez, ici, c'est quoi? C'est des aplatissements, plusieurs choses. Ici, est-ce qu'on va demander une immunofixation ou pas? Ah oui. Donc, en général, c'est un profil qui est oligoclonal. Voilà. Merci pour votre attention. J'étais encore rapide pour gagner un petit peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Matawi, parce que vous avez, effectivement, avec le stress de départ concernant la technique, c'est pas méchant, vous avez pu quand même garder le sang-froid pendant 20 minutes. Bravo. Et puis, magiquement bien présenté, vous avez touché les points fondamentaux qui sont justement l'interprétation, la bonne interprétation d'un profil électrophorétique et qui... D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, de penser à une question. En fait, je ne sais pas, je vais la poser comme ça ouvertement. Est-ce que le biologiste et le technicien prennent le temps de regarder, par exemple, un profil qui présente des anomalies inattendues de façon routinière? Effectivement, donc, on a l'expérience, on travaille ensemble. Pour la validation technique et pour la validation biologique. Biologistes et techniciens, on forme un seul corps. Donc, il n'y a pas de séparation. On a besoin du technicien, des techniciens besoin de nous. On travaille ensemble et on valide ensemble. Et des fois, oui, on trouve des choses là-dedans. Mais l'électrophorèse, c'est quelque chose de particulier. On a des difficultés d'interprétation. C'est pas facile. Il faut avoir, c'est comme le pilotage, les pilotes d'olive. Plus il a un nombre d'heures important, plus il va détecter et savoir ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour l'électrophorèse et pour les gènes. Il faut avoir l'œil et on aimerait bien interpréter à 3 ou à 4 biologistes. Ça serait mieux. Donc vous les appelez? Oui. Très bien. On travaille ensemble. Très bien.